Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, l'Europe est-elle aujourd'hui unifiée? Il y a 20 ans, à quelques jours près, Rostropovitch jouait du Bach au violoncelle au pied d'un mur que les Berlinois commençaient de casser. Ce qui se passait alors, ce 9 novembre 1989, annonçait la chute du rideau de fer qui coupait l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans quelques jours, le traité de Lisbonne sera mis en application pour les 27 pays de l'Union européenne. La fin de ces régimes communistes a-t-elle été bénéfique au peuple de l'Est? De l'Atlantique à l'Oural, l'Europe a-t-elle trouvé ou retrouvé des valeurs communes, comme celles de justice et de paix, communes à toute cette Europe réunifiée? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Samuel Pruvot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Et puis, Europe oblige, nous avons un invité un peu exceptionnel aujourd'hui. Paolo Romani, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant en France, à Paris, de l'hebdomadaire Familia Christiana. Oui. Alors, dites-nous un peu, c'est un hebdomadaire donc catholique, famille chrétienne. Oui. Et quel est son tirage et quelle est sa place dans la presse italienne? Alors, d'abord, c'est un hebdomadaire généraliste, d'information générale. Et justement, ce qui est très important, c'est que c'est le premier hebdomadaire généraliste d'Italie en termes de tirage et de diffusion. Le tirage se situe autour de 750 000 exemplaires, disons parfois 800 000, ça dépend de l'actualité. Et quand même, on calcule qu'il y a plus de 3 millions de lecteurs, chaque exemplaire étant lu par au moins 4 personnes. Donc c'est un gros hebdomadaire. Alors bienvenue Paolo, j'espère Merci. que cela ne vous impressionne pas de trop. Non, c'est stimule prophétique. plutôt, Samuel. C'est prophétique, Voilà. en fait. Très bien. Déjà le nom. Et voilà. Avant de vous passer la parole, je vous propose un premier avis sur la question. C'est celui de Pierre Verluise, qui est un spécialiste des questions européennes. Ce docteur en géopolitique est également professeur et chercheur à l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques, a écrit, vient de publier aux éditions Choiseul, 20 ans après la chute du mur, l'Europe recomposée. C'est Frédéric Jakovlev qui la raconterait et je vous propose de regarder ces images. Pardon. Depuis 20 ans, la chute du rideau de fer a considérablement modifié la géopolitique de l'Europe communautaire. On a pu élargir l'Europe communautaire en 2004 d'abord, en 2007 ensuite, à des pays qui, excepté Malte et Chypre, étaient précédemment dans le bloc de l'Est, des pays satellites de l'URSS. Il y avait même 3 anciennes républiques socialistes soviétiques, baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui étaient de l'Union soviétique et qui sont entrés dans l'Europe communautaire. C'est une révolution géopolitique inimaginable au début des années 80. Il y a donc bien une redistribution des cartes. L'élargissement de l'Union européenne n'a pas fait que des heureux, bien évidemment. Les inégalités sociales existaient avant, elles existent encore. L'ancienne nomenclatura communiste a généralement remarquablement retourné sa veste et s'est adaptée au marché avec aisance et facilité grâce à ses réseaux, grâce à ses capitaux. Les personnes âgées sont souvent celles qui ont eu le plus de mal à s'adapter, notamment parce que leur retraite était modeste et n'ont pas été toujours suffisamment réévaluées. Les citoyens de ces nouveaux États membres travaillent dur, souvent plus longtemps que ceux des anciens États membres. Ils bénéficient, il est vrai, de fonds communautaires importants. La Pologne est le premier pays bénéficiaire de l'UE des fonds de la politique régionale. Il faut souhaiter que ces fonds soient utilisés de manière productive, dans l'intérêt général, et faire tous les vœux possibles pour que cet argent ne soit pas détourné par des tentatives de réseaux criminels ou des pratiques de corruption. Globalement, une des traces du rideau de fer en Europe de l'Est, c'est que la corruption y est plus élevée qu'à l'ouest du rideau de fer. La mémoire de ce qu'était le totalitarisme communiste et soviétique reste vive. Il est vrai, cependant, que la situation pouvait sembler à l'époque plus stabilisée, les cadres de référence mieux identifiés, le contrat social était: nous faisons semblant de croire que le Parti communiste est légitimement au pouvoir. En échange, il fait semblant de nous payer parce que nous faisons semblant de travailler. Évidemment, le passage à l'économie de marché a été
violent, la transition brutale, et on a tendance à sous-estimer les difficultés qu'ont connues les personnes, les familles, pour passer d'une économie planifiée à une économie de marché. Il n'en demeure pas moins que les citoyens d'Europe centrale et orientale sont aujourd'hui globalement très satisfaits de leur participation à l'Europe communautaire. Qu'on pense aux Polonais. Les Polonais, avant 2004, étaient très inquiets. Depuis 2004, notamment les agriculteurs polonais sont très contents de toucher des fonds de la politique agricole commune, et ils en toucheront de plus en plus jusqu'en 2013. Donc tout d'un coup, l'Europe communautaire a été parée de vertus. Première réaction, Samuel Pruvot, à ce que disait notre spécialiste, c'était moins bien avant, pour faire court? C'était pire que moins bien avant. Qui oserait dire qu'il faudrait revenir à cette époque où effectivement l'Europe était divisée, coupée en deux avec un rideau de fer, bien sûr. Mais peut-être je suis sensible, cette vision historique nous montre effectivement que toutes les cartes ont été redistribuées, et c'est un bienfait. Donc on a levé ce rideau de fer, les chaînes sont tombées, mais une fois qu'on est libre, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? C'est une question, je trouve, qui hante non seulement les anciennes générations, mais les nouvelles. C'est la question que Benoît XVI a posée à Prague, où il a évoqué cet anniversaire de la chute du mur, il a évoqué aussi la révolution de velours, et il leur a, je résume de manière très grossière son propos, il leur a dit, c'est très important ce qui s'est passé il y a un quart de siècle. Oh oui, vous êtes très heureux de cette situation. Formidablement. Vous allez célébrer cet anniversaire en grande pompe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de cette liberté retrouvée? Il leur a posé cette question en direct, et là, on a vu, moi j'ai vu en direct des personnalités publiques qui ont changé de couleur, parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à cette question. Alors, par le Roumanie, je me souviens aussi de ce fameux voyage de Jean-Paul II, le premier qu'il avait fait en Pologne après la chute du mur, oui, où il avait quasiment piqué une saine colère vis-à-vis des Polonais, en leur disant en gros, bon, maintenant vous vous précipitez dans la société de consommation, et je reprends cette remarque de Samuel Pruvot, qu'allez-vous faire de cette liberté? Oui, on peut se le demander. Et on peut se le demander d'autant plus que finalement, moi j'ai eu l'impression, en retournant dans ce qu'on appelait les pays de l'Est, qu'il y a, bien sûr, tout le monde est heureux, la liberté retrouvée, la société de consommation, etc. Mais par certains côtés, il y a un petit peu de désillusion, je crois. Il y a, vous savez, en Allemagne, on parle avec un jeu de mots, on parle de ostalgie, ost voulant dire est, c'est-à-dire la nostalgie de l'Est, la nostalgie de l'époque où il y avait un mur, où il y avait un rideau de fer, parce que quand même les choses étaient plus simples à l'époque, d'une certaine façon. Et à tel point qu'il y a eu des gens, je pense à un très grand journaliste italien qui est aujourd'hui décédé, Indro Montanelli, qui avait écrit un article, c'était sur le mode satirique bien sûr, mais satirique et ironique, mais pas complètement. Il disait, c'était peut-être 2 ou 3 ans après la chute du mur de Berlin, il disait si on reconstruisait le mur de Berlin, je serais prêt à contribuer de ma poche pour 1 kilomètre. Alors, Samuel Pruvot, on pourrait résumer cette remarque sur une Europe, un peu notamment à l'Est, une Europe désenchantée. Pourquoi? Parce qu'il ne suffisait pas de se débarrasser du communisme. Oui, il fallait aussi savoir comment récupérer à sa manière le système occidental. Oui, et peut-être que le désenchantement ou la désillusion est à la mesure de l'espoir qui a été créé. Parce que ce que moi je trouve très émouvant, c'est que à la télévision, à KTO, mais aussi ailleurs, dans les journaux, etc., on revoit ces images, ces photographies. C'est tout près de nous, 20 ans. Oui. Et ce qui me frappe, non seulement c'est cette liesse populaire, mais ça fait partie en fait des grands moments de l'histoire de l'Europe ou de l'histoire de France, où on voit qu'il y a un souffle extraordinaire qui passe par toute une population qui, il y a 48 heures avant, ne pouvait pas imaginer un tel événement. Et j'irais jusqu'à dire qu'il y a dans cette liberté retrouvée comme un cadeau immense, avec quelque chose de quasiment sacré. Et la déception, justement, c'est
comme dit Shakespeare, pour le coup, c'est pas très allemand, mais beaucoup de bruit pour rien, parce qu'effectivement, 20 ans après, on se dit, si c'était simplement pour... je suis dur, hein, mais c'est simplement pour copier certains des défauts que nous avons vaillamment fabriqués pendant nous aussi un quart de siècle à l'Ouest, ce n'est pas que pour cela. Mais si c'est pour cela, eh ben, moi j'ai envie de dire bof. Mais je voulais revenir aussi sur juste un tout petit point qui, moi, me marque quand je vois ces images. Je pense que c'est aussi ça doit marquer aussi les téléspectateurs. C'est l'idée qu'au final, quand même, 20 ans après, cet événement nous montre que c'est l'homme, des hommes, qui font l'histoire. Il n'y a pas de loi inéluctable, comme un courant dans lequel on serait pris et on se laisse porter comme un bateau. Et j'avoue que, je ne voudrais pas dire de méchanceté, d'une part, c'est pas chrétien, et puis c'est un grand monsieur, Lévi-Strauss, mort dans sa 101e année. Structuralisme, parce que c'est quand même l'idée exactement inverse, c'est-à-dire que finalement, ceux qui dominent le plus les hommes, que ce soit des peuples dits primitifs ou nous les occidentaux, dits peut-être dégressifs, ce sont des lois communes, etc. Ben, le mur de Berlin nous montre que non, c'est l'erreur technique d'un fonctionnaire, donc d'un seul homme, et puis ce vent de liberté et des actions qui font que c'est ça qui domine l'histoire. Et donc, cette désillusion, ben, il ne tient qu'à nous, de retrouver l'espérance. Paolo Romani. Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler que c'est finalement sous la pression populaire que le mur est tombé. Parce que la foule s'était amassée toujours plus nombreuse au point de passage dans cette soirée du 9 novembre d'il y a 20 ans. Et les autorités de l'Allemagne de l'Est, apparemment, ne savaient pas quoi faire. Et les soldats qui étaient les Vopos, qui gardaient les points de passage, ne savaient pas s'ils devaient repousser la foule, au besoin en tirant dessus, ou les commandants des différents régiments ou bataillons n'avaient pas d'ordre précis. Et c'est finalement... au cours d'une conférence de presse du porte-parole du gouvernement de l'Allemagne de l'Est, qui a été retransmise à la télévision et que tout le monde regardait, on lui a demandé, c'était un journaliste italien, il lui a demandé, mais alors, est-ce qu'on va pouvoir passer de l'Est à l'Ouest? Alors il a répondu oui. Il était un peu gêné, il dit oui, on va pouvoir passer. Il dit mais alors, il va y avoir des permis qui vont être accordés, non pas au compte-gouttes, mais très généreusement. Il dit bon, mais à partir de quand? Et il a répondu, pris de court, il a dit à partir de maintenant. Ouais. Il était 9h du soir, et à ce moment-là, la foule a commencé à aller vers les points de passage, vers le mur, et les militaires, les policiers qui n'avaient pas d'ordre, eh bien, ils les ont laissés passer. Alors, c'est juste une toute petite une autre anecdote, parce qu'effectivement, là, il y a le vent de l'histoire avec toutes ces anecdotes, et puis c'est heure par heure, minute par minute. Quelques heures après, on a un lieutenant-colonel dont j'ai oublié le nom, mais c'est lui le premier qui a ouvert la barrière. Mais il ne l'a pas décidé comme ça par instinct. Il a vu effectivement la foule s'amasser, il a eu peur en fait d'une manifestation, des fusions de sang. Plusieurs fois, il a appelé sa hiérarchie. On ne comprenait pas la gravité de la situation, etc. Et lui a décidé de son propre chef de lever la barrière. Et lui était conscient en fait que c'est un homme, encore une fois, qui a levé la barrière. C'est pas la loi de la liberté d'un système, je ne sais. Non, c'est cet homme-là. Et le témoignage qu'il a donné chez un confrère qui est l'Express est magnifique. Son témoignage tient en 2 phrases. Ce fut la plus belle nuit de ma vie et la plus douloureuse. La plus douloureuse parce que j'ai compris quand j'ai levé la barrière que je m'étais battu toute ma vie parce qu'il y croyait pour ce système de RDA, pour ce système communiste qui ne pouvait pas rendre heureux les gens. Alors ça, c'est la mémoire donc d'il y a 20 ans. Paolo Romani, aujourd'hui, on sait donc qu'ils ont retrouvé, en quelque sorte, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont retrouvé globalement la liberté, les pays de l'Est. Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé d'autre comme valeur commune en Europe, à votre avis? Alors, je ne sais pas. Est-ce que ce sont les valeurs d'une économie libérale? Est-ce que ce sont les valeurs de justice, la paix aussi? Oui, alors la paix, bien entendu. Je crois qu'en premier lieu, c'est la paix. Et tout de suite après, je mettrai, moi, les valeurs d'une économie libérale, d'une économie de marché. Encore que, là aussi, il y a eu beaucoup de désillusions. Mais
Le problème, c'est que finalement, cette réunification, la chute du mur, la réunification de l'Allemagne, à laquelle, je rappelle, jusqu'au bout, le président français Mitterrand et Madame Thatcher et même Andreotti, qui était alors président du Conseil en Italie, c'était non seulement freiné, mais c'était opposé. Je me souviens de Mitterrand dans une conférence de presse conjointe avec Gorbatchev à Kiev, disant, c'était quelques jours après la chute du mur, Mitterrand disant la réunification allemande jamais, ou alors beaucoup plus tard, et Gorbatchev qui était très gêné parce qu'il avait déjà signé ses accords plus ou moins secrets avec le chancelier Kohl. Il avait déjà touché, je pense, pas mal d'argent, n'est-ce pas, pour favoriser pour que ses troupes se retirent, etc. Le retrait des troupes soviétiques d'Allemagne de l'Est a été payé par l'Allemagne de l'Ouest. Bon, donc il y avait des intérêts économiques. Alors Gorbatchev, qui était très gêné, il ne savait pas quoi dire. Bon. Mais enfin, pour revenir sur les valeurs, sur les valeurs d'aujourd'hui, partagées à l'Est et à l'Ouest. Voilà, les valeurs partagées à l'Est et à l'Ouest, oui, la paix, l'économie de marché malgré pas mal de désillusions, parce qu'il y a des gens qui se sentent laissés pour compte, qui n'ont pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Alors, et ensuite, il y a aussi le fait que l'Europe n'est pas complètement unifiée, puisqu'il y a quand même encore des pays qui, à plein titre, font partie de l'Europe, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, enfin tous ces pays-là. Quelques États des Balkans. J'allais justement demander à Samuel, depuis la chute du mur de Berlin, il s'en est passé des choses. Il y a aussi la tragédie des Balkans, avec l'émiettement de la Yougoslavie. C'est pas forcément la paix que les pays de l'Est ont récupérée. Je voulais répondre, Dominique, à votre question par une formule un peu provocante. Qu'est-ce que nous partageons maintenant en commun? Moi, je vais casser l'ambiance, mais on partage d'abord le déclin. Je vais prendre... c'est le déclin de ma génération. Le déclin de l'Europe? Le déclin de l'Europe. C'est pas pour le plaisir de parler de décadence, j'ai bien parlé de déclin. Je prends deux éléments qui sont d'abord des éléments chiffrés. On peut y mettre des considérations morales, mais c'est d'abord des chiffres. Déclin démographique. Bon, vous allez me dire, bon, vous avez 5 enfants, Samuel, donc forcément. Cependant, qu'est-ce que ça veut dire? Un bon taux démographique. Oui, France, et ça se discute, aussi. Ça se discute aussi. Il est bien sûr qu'il est meilleur que les autres, vous avez raison, mais ça se discute parce qu'il n'est pas mirobolant. Qu'est-ce que ça veut dire que des pays européens comme l'Italie, comme l'Espagne, et y compris à l'Est, et l'Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question quasiment démographique, mais psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire que des générations ne se renouvellent pas? Voilà. Donc ça, c'est un déclin partagé. Autre déclin, c'est l'économie. Je pense qu'à la faveur de la crise économique, les gouvernements européens ont mesuré justement l'extrême gravité de réactions en ordre dispersé. Et ce qui s'est déroulé, ça aurait pu être bien pire. Cependant, il faut pas avoir les yeux crevés. Où est la croissance? Elle est en Inde, en Chine, etc. Et nous sommes à la périphérie de l'histoire. Et je terminerai, moi, à l'âge que j'ai, je suis un petit peu soucieux. J'ai l'impression de vivre dans un musée. Mon métier me fait voyager, changer de continent. Quand je reviens en Europe, je me dis, c'est magnifique l'Europe. C'est un magnifique musée. Et je pense que notre vocation n'est pas d'être un musée. Un musée, Paolo? Oui, mais c'est bien pour ça que je parlais de désillusion. Parce que, en effet, n'est-ce pas, vous avez raison de dire qu'on partage plutôt le déclin que d'autres valeurs ou que le développement. Il y a eu, n'est-ce pas, en Europe, je ne sais pas s'il y a un lien vraiment avec la chute du mur et la chute du communisme, du rideau de fer, mais il est de fait que ces dernières années en Europe, on a assisté à l'explosion de conflits internes aux différents pays, de conflits régionaux, de conflits presque, je ne peux pas dire ethniques parce que ce sont quand même les mêmes ethnies, mais regardez ce qui se passe en Belgique entre les Flamands et les Wallons, la Belgique qui est menacée d'implosion ou d'explosion. Regardez ce qui se passe en Italie avec la Ligue du Nord qui voudrait réclamer son indépendance. Oui. Regardez ce qui s'est passé
en Grande-Bretagne, où l'Écosse et le Pays de Galles ont pratiquement obtenu une autonomie tellement ample que c'est presque une indépendance. Et donc ces conflits régionaux, je crains fort qu'ils ne soient destinés à s'aggraver. Et alors c'est peut-être la conséquence d'un manque d'une autorité européenne solide et forte qui, je l'espère maintenant, avec la ratification du traité de Lisbonne, qui a enfin été ratifié par le dernier, c'est-à-dire le président tchèque Václav Klaus. Et bon, peut-être qu'on aura une autorité capable de... Oui, non. Je voulais simplement dire que, justement, je voulais citer à ce propos le pape Benoît XVI, qui, dans son encyclique Caritas in Veritate, a écrit en substance que dans un monde et dans une Europe où l'économie joue un rôle capital, la nécessité d'une autorité se fait sentir plus que jamais. Et le pape Jean XXIII, 45 ans auparavant, avait dit à peu près la même chose. Il avait vraiment un sens prémonitoire dans son encyclique Pacem in Terris, n'est-ce pas, la nécessité d'une autorité vraiment cohérente et forte. Alors j'allais vous reposer une question, Samuel, mais malheureusement le temps court. Je pense qu'on pourra revenir sur ce sujet de l'Europe et notamment sur les signes d'espérance. C'est ce que je voulais vous demander. Ouais. Nous passons à notre rubrique Contrepoint. Samuel, en dehors de cette atmosphère européenne, vous avez été frappé par d'autres sujets Une autre atmosphère qui est européenne, mais enfin les Français, c'est à Lourdes. Nos évêques, comme chaque année, se réunissent à Lourdes. Et au menu, ils ont des questions souvent compliquées, voire anxiogènes. Et là, le plat principal, c'est l'avenir des communautés chrétiennes. Je traduis dans des mots très simples, c'est-à-dire comment va-t-on faire dans nos diocèses pour tenir toutes nos paroisses, pour tenir cette proximité qui est quand même la vocation du chrétien, qui est que l'évangile rayonne. Et en fait, matériellement, humainement, ce n'est souvent plus possible. Donc il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Et comme vous savez, les journalistes, c'est des choses à huis clos, mais certains éléments sont publics et on a quand même l'oreille attentive et on sait un petit peu quelle a été la teneur des échanges. Et ce que je trouve très beau, c'est l'acte de foi des évêques, chacun gardant sa sensibilité, son histoire, mais tous disant à peu près la même chose. Il faut des nouvelles structures, des nouvelles méthodes, peut-être des nouvelles pastorales. Mais tout ça ne servira à rien si nous n'avons pas le courage de faire cet acte de foi, c'est-à-dire nous avons reçu un trésor, ce trésor il faut le partager. Et nous trouverons le moyen de le faire. C'est quand même fort qu'en pleine crise, alors que le réflexe serait le repli en disant bon, replions-nous en ordre de bataille et puis ceux qui courent le plus vite, courez parce qu'il y a vraiment, c'est le Titanic. Ils disent, eh bien, nous allons repartir à l'offensive, mais offensive pacifique, qui est celle de l'évangélisation. Et le coup de cœur. Paolo Romani, votre... Moi, ça serait plutôt un coup de gueule. Donc un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Parce que je trouve qu'au moment où on ratifie le traité de Lisbonne, au moment où on s'apprête à désigner un président de l'Europe et même un ministre des Affaires étrangères de l'Europe, eh bien voilà qu'en France, on va s'empêtrer dans des discussions, des diatribes et sur l'identité nationale. Alors, à quoi bon? Il y a tellement colloque lancé, il faut le rappeler, par le gouvernement il y a quelques jours. Méga colloque. Voilà, c'est ça. Alors, à quoi bon, n'est-ce pas? C'est ça, parce que vraiment, l'identité nationale au XXIe siècle, en Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ressortir quelque chose qui a des relents de pétainisme? Et surtout, pour les Italiens de ma génération, quand on parle d'identité nationale, de nationalisme, de quelque chose qui a des relents de nationalisme et de patriotisme, eh bien, nous avons été tellement échaudés par le fascisme, n'est-ce pas, que pour nous, c'est quelque chose à considérer avec la plus grande méfiance. Et je voudrais, puisque tout à l'heure Samuel a cité Lévi-Strauss, je voudrais à mon tour citer Lévi-Strauss, qui avait dit un jour: pendant plus d'un siècle, la question de l'identité nationale a régi les rapports entre les pays européens et on a vu ce que cela a donné.
Une très courte réaction, Samuel, Je à pense cette identité nationale, ce colloque? Moi, je penserais exactement le contraire. C'est que, bien sûr, c'est une tarte à la crème, il y a des calculs politiques, bien sûr. Mais en fait, savoir qui l'on est, ça permet de se projeter en avant. Très bien. Eh bien, je crois que nous aurons sûrement l'occasion de revenir sur ce débat sur l'identité nationale. Pour ma part, donc, je vous remercie, Paolo, Samuel, d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez revoir notre émission sur le site www.ktotv.com pour la revoir ou pour réagir, naturellement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.